Nous avons envie de croire qu'il y a une raison à tout, que tout ce qui nous entoure peut être expliqué, y compris les phénomènes les plus étranges et les plus surprenants. Mais certaines choses dépassent pourtant notre entendement. En Allemagne, des médecins légistes créent la polémique avec une découverte qu'ils font sur une momie égyptienne vieille de 3000 ans. Au Mexique, les membres d'une tribu repoussent les limites de l'endurance humaine. Capables de courir sur une distance de 800 km, on les appelle les surhommes. À San Francisco, des milliers de lions de mer ont fui avant un tremblement de terre. Certains chercheurs pensent qu'ils sont capables de deviner l'arrivée d'une catastrophe naturelle. À Rome, un livre mystérieux vient d'être découvert. Le destin de l'humanité pourrait-il tenir au secret qu'il renferme? La logique de la science et la persévérance des chercheurs nous permettront-elles de percer ces mystères? Ou bien sommes-nous condamnés à nous poser la question, est-ce bizarre ou pas? En 1992, une équipe de médecins légistes allemands fait une découverte sensationnelle. Le corps de 7 momies égyptiennes vieilles de 3000 ans contiendrait des traces d'une drogue qui n'a pas été introduite en Égypte avant la fin du 19e siècle. La cocaïne. Canular scandaleux ou impensable réalité. L'Égypte antique n'en finit pas de susciter l'admiration, comme l'attestent encore ses pyramides, son sphinx et les mystères que recèlent ses momies. Mais une équipe de chercheurs révèle des informations troublantes, susceptibles de modifier notre regard sur cette civilisation. On se demande soudain à quoi s'adonnaient les habitants de la vallée des rois. Ça créerait un vrai tollé au sein de la communauté scientifique. Les avancées de la médecine légale permettent de fouiller toujours plus profondément dans notre passé. Mais que pourrait-elle nous apprendre d'individus ayant vécu il y a plus de 3000 ans? Pourrait-elle être la clé des mystères qui entourent les Égyptiens de l'Antiquité? C'est pour le savoir qu'une équipe de scientifiques allemands se lance dans un examen microscopique de momies très fragiles et d'une valeur inestimable. Ils sont ébahis par ce qu'ils découvrent. Dans des échantillons de cheveux et de tissus, ils relèvent la présence de cocaïne. Mais comment est-elle arrivée là? Le premier mystère se rapporte à la plante de coca dont la cocaïne est un dérivé. Ne poussant qu'en Amérique du Sud, elle n'a jamais fait partie de la flore africaine. Comment de la cocaïne sud-américaine a-t-elle donc pu se retrouver dans des momies égyptiennes? Bernard Ortiz de Montellano est anthropologue médical. Comme beaucoup d'autres universitaires, il doute de la validité de ces découvertes. J'étais très sceptique. Alors j'ai lu leur compte-rendu et j'ai fait mes propres recherches. L'anthropologue Charlene Klingman est elle aussi déconcertée. Trouver de la cocaïne sur des momies, c'est surprenant. Comparer les Égyptiens de l'Antiquité aux précolombiens contribuera peut-être à lever ce mystère. Y avait-il un lien entre ces deux peuples? Ces civilisations ont toutes deux bâti des pyramides, et toutes les deux momifiaient leurs morts. Les Égyptiens utilisaient pour cela des sels et des résines, tandis qu'au Pérou, on laissait les momies sécher naturellement. Mais les Péruviens consommaient-ils de la cocaïne il y a 3000 ans? Larry Cartmel est médecin légiste. Il a cherché la présence de cocaïne chez plusieurs momies péruviennes. Les tests n'ont rien donné sur les premières momies. Mais la 5e des 8 que nous avions contenait des dérivés de cocaïne. On ne savait pas que les métabolites de la cocaïne pouvaient se conserver plus de 1000 ans. À ce jour, la plus vieille momie qui en contenait a 3000 ans. La cocaïne est un anesthésiant et un antalgique très efficace. On a d'abord pensé qu'elle servait à des fins médicales. Mais on s'est rendu compte que la moitié de la population consommait des feuilles de coca. L'usage de cette substance était sans doute bien plus répandu que beaucoup d'anthropologues ne l'avaient cru jusqu'alors.
La présence de cocaïne chez des momies égyptiennes et péruviennes soulève de troublantes interrogations. Ces deux cultures auraient-elles vraiment interagi? Les Égyptiens auraient-ils voyagé jusqu'en Amérique du Sud? Si quelqu'un avait assez de preuves pour démontrer qu'ils ont traversé l'Atlantique, ça créerait un vrai tollé au sein de la communauté scientifique. Les Égyptiens auraient-ils effectué le périlleux voyage vers l'Amérique avant Christophe Colomb? Beaucoup avant lui ont péri au cours de cette traversée. Un voyage de 11 000 km en haute mer suppose une bonne connaissance des courants marins, des vents et des étoiles. Bien que de 3000 ans antérieurs à l'époque des caravelles, la civilisation égyptienne était technologiquement très avancée. Mais disposait-il des connaissances nécessaires pour traverser un océan? Remonter le Nil pour faire du commerce avec le reste de l'Afrique, c'est une chose. Mais qu'ils aient pu traverser l'Atlantique et entrer en contact avec une civilisation radicalement différente de la leur, cela représenterait un accomplissement prodigieux. Les embarcations des Égyptiens de l'Antiquité étaient pour la plupart faites de papyrus, une plante semblable au roseau. De par leur taille réduite et le caractère primitif de leur voilure et de leur gréement, il est très improbable que de tels bateaux aient pu accomplir un voyage aller-retour jusqu'en Amérique du Sud. Ça ne paraît pas possible. Ce serait un exploit extraordinaire. De plus, les Égyptiens ont laissé derrière eux de nombreux documents dans lesquels ils ont consigné toutes leurs conquêtes, tous leurs actes de bravoure. Or, il n'y a aucune trace d'une telle traversée. Il y a bien des preuves d'un savoir-faire maritime, mais rien ne porte à croire qu'ils aient découvert un nouveau continent. Même si les Égyptiens avaient possédé la technologie nécessaire pour faire cette traversée, cette théorie se heurterait à un autre problème. Il n'y a aucune trace d'un passage des Égyptiens en Amérique du Sud à cette époque. Et aucun artefact sud-américain n'a été trouvé sur les sites archéologiques égyptiens. S'ils étaient entrés en contact avec les précolombiens, ils auraient sûrement ramené avec eux du maïs ou d'autres produits locaux. Mais rien de ce genre n'est apparu dans aucune fouille archéologique. On n'a aucune preuve de cela en Amérique, et aucune en Égypte. On n'a aucun hiéroglyphe faisant état de cocaïne, d'un voyage aux Amériques ou d'expédition dans une barque de papyrus. Rien n'indique que des Égyptiens de l'Antiquité aient rencontré les précolombiens, ou qu'ils aient effectué un tel voyage. Il aurait fallu 200 ou 300 traversées par an pour expliquer une telle consommation de feuilles de coca par les Égyptiens. Ça fait quand même beaucoup de suppositions. Si la cocaïne n'a pas traversé l'océan, comment a-t-on pu en retrouver dans les momies égyptiennes? Les prélèvements ont pu être contaminés, ou il y a pu avoir un transfert de particules avec un autre objet. La plupart des momies exposées dans les musées ont beaucoup voyagé depuis leur exhumation, ce qui représente beaucoup d'occasions de transfert. Si une momie a été transportée dans une caisse par exemple, et que cette caisse a servi à transporter autre chose avant, il y a un risque de transfert significatif. Si la cocaïne provient du contact avec autre chose, comment cela s'est-il produit? Du 15e au 18e siècle, une fièvre exploratrice gagne l'Europe. La redécouverte des civilisations oubliées de l'Antiquité captive l'imagination des foules. Tout ce qui touchait à l'Égypte ancienne faisait sensation. C'était le même genre d'attraction qu'un film grand public aujourd'hui. Les gens y prenaient goût, ils s'informaient, ils voulaient en savoir plus. Cette civilisation les passionnait tellement qu'ils aimaient en récupérer des objets pour les exposer chez eux. Un grand nombre des antiquités égyptiennes exposées aujourd'hui dans les musées a fait partie de collections particulières. Cercueils, momies et objets funéraires viennent souvent de là. Ces collectionneurs privés s'intéressaient beaucoup à la culture des Égyptiens de l'Antiquité. Pour l'élite européenne de l'époque, posséder une momie égyptienne est un signe extérieur de richesse très prisé. Une grande partie des antiquités égyptiennes qui sont exposées aujourd'hui proviennent de collections particulières. Cercueils, momies, objets funéraires, beaucoup viennent de là. À l'époque, les gens riches, les nobles et les rois se lançaient dans toutes sortes de collections. Ça allait des animaux étranges aux coquillages et aux minéraux. Et parmi les curiosités à collectionner, il y avait les momies égyptiennes.
Les collections se présentaient sous la forme de petits musées privés que leurs propriétaires faisaient visiter à leurs invités. Les méthodes de fouille des premiers archéologues sont très rudimentaires et des débris modernes se retrouvent souvent en contact avec les dépouilles momifiées. À la fin du 19e siècle, la cocaïne est introduite en Europe, où son usage à des fins médicales est très répandu. Est-il possible que cette cocaïne ait été transférée sur les momies? Je dirais que c'est un scénario concevable. Concevable, mais probablement impossible. Les traces de la présence de cocaïne retrouvées par l'équipe médico-légale indiquent une ingestion par les voies digestives ou respiratoires. Ces traces se sont déposées dans les cheveux et les tissus corporels du vivant de ces individus. Un simple contact n'aurait pas pu produire les mêmes résultats, d'autant moins que l'équipe a pris soin de laver les échantillons pour en ôter toute particule étrangère. Le mystère reste donc entier. Comment cette substance s'est-elle retrouvée dans ces dépouilles de l'Antiquité? Peut-être que ces momies ne remontent absolument pas à l'Égypte ancienne. À l'époque où l'on a commencé à faire commerce des momies égyptiennes de l'Antiquité, des escrocs y ont vu un moyen de gagner de l'argent en vendant de fausses momies. Il y a bel et bien eu de fausses momies vendues à des étrangers en quête d'objets sensationnels. Tous les collectionneurs n'en ont pas eu pour leur argent. Des gens peu scrupuleux récupéraient des cadavres qu'ils enroulaient dans des bandelettes de lin. Ces fausses momies étaient créées de toutes pièces avant d'être vendues comme authentiques. Ça accréditerait l'hypothèse que les traces de cocaïne ont été retrouvées sur de fausses momies. Mais les momies analysées par l'équipe allemande ne sont pas des fausses. Elles ont été authentifiées par le musée à qui elles appartiennent. Il est peu probable que l'on parvienne un jour à connaître le fin mot de cette histoire. Les médecins légistes allemands n'ont jamais permis qu'on fasse de nouveaux tests sur leur échantillon. Et personne à ce jour n'a relevé la présence de cocaïne sur d'autres momies égyptiennes. Au bout du compte, de nombreuses questions restent encore en suspens. La communauté scientifique a encore beaucoup de réponses à apporter. On ne sait rien de plus. Bizarre, ou pas. San Francisco, décembre 2009. Un événement étrange laisse la ville sous le choc. Les milliers de lions de mer qui vivaient sur les docks disparaissent du jour au lendemain. Quelques jours plus tard, un tremblement de terre secoue la région. Les lions de mer ont-ils pressenti l'arrivée de la catastrophe? Est-ce bizarre ou pas? San Francisco compte parmi les premières destinations touristiques aux États-Unis. Une des attractions phares de la ville est la colonie de lions de mer de la Jetée 39. Cela fait plus de 20 ans qu'ils s'y prélassent. Mais en décembre 2009, quelque chose d'incroyable se produit. Les lions de mer disparaissent presque tous du jour au lendemain. Mais pour quelle raison? Là, je ne peux pas vous aider. C'est comme si la place Saint-Marc n'avait plus ses pigeons. Avant, il y en avait partout sur la jetée. On a été plutôt déçus en arrivant ici de voir tous ces pontons déserts. On ignore pourquoi les lions de mer sont partis. Jim Oswald travaille au centre des mammifères marins de la baie de San Francisco. Il a pu observer les réactions qu'ont suscité cette disparition. Au mois de novembre, on est passé de 927 lions de mer à seulement 20. Les visiteurs étaient vraiment très surpris. Quand on s'attend à voir une grosse colonie et qu'on ne voit qu'une vingtaine de lions de mer, ça fait un choc. Ce phénomène est des plus inhabituels. Mais ce mystère cache-t-il un aspect plus sinistre? Le 9 janvier 2010, peu de temps après le départ des lions de mer, un tremblement de terre d'une magnitude de 6,5 secoue le nord de la côte californienne, non loin de la ville de Eureka.
Des milliers de foyers se retrouvent sans électricité et les dégâts se chiffrent en millions de dollars. L'Institut des études géologiques des États-Unis, chargé d'enregistrer l'activité sismique du pays, s'est montré incapable d'annoncer le tremblement de terre. Les lions de mer sont-ils partis parce qu'ils ont pressenti la catastrophe? Jim Berkland est géologue et anciennement expert auprès des gardes-côtes américains. Cela fait 20 ans qu'il étudie la capacité des animaux à prévoir les catastrophes naturelles. Je sais que les animaux arrivent à prévoir les séismes. Ces lions de mer ont forcément quitté la baie pour une bonne raison, mais pas parce que les touristes les ont moins nourris que d'habitude. Jim imagine une façon originale de mettre sa théorie à l'épreuve. J'ai décidé de comptabiliser les animaux perdus. En 1979, après une série de 4 séismes en Californie, il relève les avis de recherche d'animaux de compagnie dans les journaux locaux. Le nombre d'animaux perdus a-t-il augmenté juste avant les secousses? Le nombre d'animaux perdus atteignait un pic avant les tremblements de terre. Il n'y avait jamais eu plus d'une quinzaine d'annonces pour des chats. Et là, il y en avait 27. Et aussi 58 annonces de chiens perdus. Ces chiffres marquaient un record. Il devait y avoir quelque chose qui faisait réagir ces animaux. Il est intéressant de constater que des comportements similaires ont été remarqués chez des animaux du monde entier. En mai 2008, des habitants de Taizhou, en Chine, voient des milliers de grenouilles traverser un pont sous leurs yeux. Quelques jours plus tard, un séisme dans les environs fait plus de 60 000 victimes. Les animaux ont-ils des facultés de perception qui nous échappent? Le champ magnétique terrestre connaît de fortes perturbations aux alentours des séismes. Certains scientifiques pensent que les forces s'exerçant sur la croûte terrestre au niveau des lignes de faille qui séparent 2 plaques tectoniques émettent des signaux électromagnétiques quelques heures avant qu'un séisme ne se produise. Les animaux le sentent. Il a été prouvé que le champ magnétique terrestre est affecté aussi bien par les éruptions solaires que par les mouvements de la lithosphère. Et on sait aussi que les animaux migrateurs s'orientent grâce à ces variations du champ magnétique. Mais tout le monde n'est pas convaincu que les lions de mer ont pressenti l'imminence du tremblement de terre. Kim Rom-Surian est biologiste marine à l'Institut des mammifères marins de l'Université de l'Oregon. Je veux bien croire qu'ils perçoivent plus de choses que nous. Mais il y a eu de nombreux séismes dans la région depuis 20 ans. Et les lions de mer n'avaient jamais quitté San Francisco. Je ne crois pas que c'est ça qui les ait fait partir. La raison du départ des lions de mer est toujours inconnue. Mais dans l'Oregon, au nord de la Californie, on a fait une découverte qui pourrait révéler leur lieu de destination. Dan Harkins est le responsable des grottes aux lions de mer de Florence, dans l'Oregon, à 800 km au nord de San Francisco. Une semaine exactement après l'exode massif de la jetée 39, Dan remarque une augmentation de la population de lions de mer dans l'Oregon. Pourrait-il s'agir de la colonie de San Francisco? Les lions de mer de Steller sont les plus gros de la famille des Otaridae. En hiver, comme maintenant, cette grotte en abrite autour de 500. Juste avant Thanksgiving, on a entendu parler de rassemblements de lions de mer à environ 400 mètres au nord. Des témoins nous ont montré les photos qu'ils avaient prises. Je n'en croyais pas mes yeux. Cette augmentation de la population de lions de mer sur les côtes de l'Oregon semble bien être liée à la disparition de la colonie de la jetée 39. Mais si on écarte l'hypothèse du séisme, qu'est-ce qui a pu pousser des milliers de lions de mer à migrer à 800 km au nord de la baie de San Francisco? Kim Rom-Surian pense que la réponse est à trouver du côté des variations qu'El Niño fait subir à l'océan. Il est probable qu'ils soient partis pour se nourrir. Comme El Niño a été très fort cette année, beaucoup de poissons remontent vers le nord, donc les lions de mer et leurs autres prédateurs en profitent. El Niño est un phénomène climatique cyclique qui se traduit par une augmentation significative de la température du Pacifique. Kim est convaincu qu'en 2010, l'intensité d'El Niño a été telle qu'elle a provoqué une migration vers le nord de sardines et de harengs, attirés vers des eaux plus froides et plus riches en nourriture. Les lions de mer auraient suivi le mouvement. Il suffit de voir la quantité de petits poissons au large des côtes de l'Oregon cette année. Il y a beaucoup de jeunes sardines et on n'a jamais vu autant d'oiseaux marins. C'est le cas des grands pélicans par exemple.
Ils passent l'hiver ici alors qu'en principe ils migrent vers le sud. Il y a beaucoup de nourriture ici en ce moment et les lions de mer en profitent. Je dirais que la colonie de la Jetée 39 est partie parce qu'elle manquait de nourriture et qu'elle a dû aller en chercher ailleurs. Qu'est-ce qui a réellement provoqué la disparition des lions de mer de San Francisco? Ont-ils deviné l'imminence d'un séisme? Ou sont-ils simplement partis chercher leur nourriture ailleurs? À moins qu'il y ait une autre explication. Les scientifiques n'auront peut-être jamais la réponse, mais l'histoire se termine bien. En février 2010, 3 mois après leur disparition, les lions de mer reviennent se prélasser sur les pontons de la Jetée 39. Le mystère reste entier. Mais les habitants de la baie peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. Alors, bizarre ou pas? Au fil des siècles, certains livres et manuscrits mystérieux ont semé la panique et suscité la controverse. Selon certains, Nostradamus annonçait dans ses prophéties la montée du nazisme, les attentats du 11 septembre et même la fin du monde. Certains pensent qu'un autre livre annonce lui aussi des catastrophes à venir. Mais à ce jour, personne n'a réussi à en percer les secrets. Historiens, linguistes et cryptologues tentent d'en déchiffrer le contenu. Que vont-ils découvrir? Les spécialistes du monde entier sont fascinés par ce livre, actuellement enregistré sous la référence MS 408 dans la bibliothèque de l'université de Yale. Ce livre m'a tout d'abord semblé à la fois très insolite et curieusement familier. À première vue, il se rapproche d'ouvrages existants, mais en y regardant de plus près, on se rend compte qu'il ne ressemble à aucun autre. Ce livre mystérieux est connu sous le nom de manuscrit de Voynich. Il est découvert en 1912 par un négociant en livres rares, Wilfrid Voynich, dans une bibliothèque de jésuites située près de Rome. À ce jour, nul n'en connaît l'auteur. Un siècle après sa découverte, des historiens tels que le professeur Nicolas Terpstra travaillent encore à comprendre ce qu'il contient. Ces plantes inconnues. Peut-être est-ce la flore du jardin d'Éden? Ces étranges symboles astrologiques. Le système astrologique d'un univers occulte? Et encore plus mystérieux, cette écriture qui couvre les pages du manuscrit et que nul à ce jour n'est parvenu à déchiffrer. Quand on essaie de lire cette écriture, on se dit que c'est impossible à comprendre, mais que si on y arrivait, on aurait la réponse à toutes nos questions. Quel secret mystérieux le manuscrit de Voynich renferme-t-il? Contient-il des prédictions semblables à celles de Nostradamus, qui nous annoncerait l'apocalypse? La première mission des chercheurs consiste à déterminer l'âge de ce livre. En 2009, une équipe de l'Université de l'Arizona en donne une bonne approximation grâce à une datation du parchemin au carbone 14. On découvre alors que le livre a sans doute été écrit au début du XVe siècle, durant le Moyen-Âge tardif. Cette information cruciale suffira-t-elle à lever les mystères du manuscrit de Voynich? Au XVe siècle, l'Europe vit la fin d'un Moyen-Âge qui aura duré 1000 ans et s'engage dans une ère nouvelle d'innovation et de découverte. Au début du XVe siècle, le monde est en plein essor. Les gens deviennent plus créatifs, plus inventifs. Cette ère d'innovation est notamment marquée par un nouvel engouement pour les sciences occultes, parmi lesquelles l'alchimie. De nombreux livres écrits à cette époque sont supposés contenir des informations relatives à l'alchimie. L'un des plus célèbres est La magie naturelle, écrit par Giambattista della Porta. Les livres de secrets étaient courants à l'époque. Il y avait cette idée répandue que les seules vérités réellement importantes n'étaient pas apparentes. La connaissance véritable était forcément cachée. À l'époque, les sciences occultes sont considérées comme de l'hérésie. C'est pour cela que les auteurs d'ouvrages qui s'y consacrent utilisent souvent des techniques leur permettant de camoufler ces écrits compromettants.
Beaucoup de ces écrits étaient dissimulés pour des raisons politiques. Une des méthodes les plus basiques consiste à écrire dans une langue que peu de gens comprennent. Un grand nombre de langues oubliées ont été redécouvertes au début du XVe siècle. C'est notamment à cette époque qu'on s'est de nouveau intéressé aux hiéroglyphes égyptiens. Le manuscrit de Voynich s'inspirerait-il d'une langue ancienne, redécouverte par un érudit du XVe siècle? Stephen Chrysomalis est expert en linguistique. Des dizaines, voire des centaines de milliers de langues ont dû être parlées depuis les débuts de l'humanité, et la plupart ont disparu. Le manuscrit de Voynich est fascinant parce qu'il a vraiment l'air d'un texte qu'on pourrait arriver à lire. Beaucoup de caractères ressemblent à ceux de l'alphabet romain. Mais si on se plonge dedans, on n'y comprend rien. Les linguistes ont donné un nom à la langue utilisée dans le manuscrit. S'il s'agit bien d'une langue, sa complexité la rend impossible à déchiffrer. Bien que certains caractères nous paraissent familiers, les experts se perdent en conjectures sur leur signification ou la manière dont ils interagissent. Dans la plupart des langues, les mots les plus fréquents d'un texte seront des mots courts. Vous pouvez ouvrir n'importe quel livre au hasard et je vous garantis à 100% que les mots les plus fréquents seront des monosyllabiques, tels que « a », « ça »,« la », etc. Les mots les plus fréquents du manuscrit de Voynich ne sont pas des mots courts. Et c'est très étrange. Le texte du manuscrit semble avoir le même degré de sophistication qu'une véritable langue écrite. Et pourtant, il n'a pas la moindre ressemblance avec aucune des langues connues. Certains historiens pensent que c'était précisément le but recherché. L'auteur anonyme du manuscrit aurait voulu que ses secrets restent à l'abri des regards, jusqu'à la fin des temps. Les secrets du manuscrit de Voynich auraient-ils été dissimulés au moyen d'un code, comme une sorte de système de cryptage médiéval? Le système de codage le plus simple est le chiffrement par substitution, qui consiste à remplacer une lettre de l'alphabet par une autre. A devient par exemple D. Bien qu'un tel message semble incompréhensible, on peut y reconnaître de mêmes enchaînements. Le problème, c'est que les plus grands cryptologues ont tous échoué à identifier de tels enchaînements dans le texte du manuscrit. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands frôlent la perfection dans l'art du cryptage avec leur machine Enigma. Pour pouvoir percer le code d'Enigma, les cryptanalystes alliés doivent repousser les limites de leur technologie. Les gouvernements des pays alliés ont réuni des centaines voire des milliers de leurs plus brillants chercheurs qu'ils ont chargés d'élucider le fonctionnement du cryptage allemand. Percer le code impliquait de tester des dizaines de milliers de combinaisons différentes. Comme cela représentait trop de calculs à effectuer à la main, ils ont dû inventer des machines capables de le faire à leur place. Grâce à l'aide de Colossus, le premier ordinateur électronique programmable, les Alliés parviennent à percer le cryptage le plus sophistiqué jamais mis au point. La guerre terminée, ils s'attaquent au manuscrit de Voynich. Ces brillants cryptographes des États-Unis, du Royaume-Uni et d'ailleurs, qui avaient percé les codes les plus complexes du XXe siècle, se cassent les dents sur un cryptage du XVe siècle. Comment l'expliquer? Les plus brillants cerveaux du monde ne parviennent pas à percer le secret du manuscrit. S'il s'agit d'un code, personne n'arrive à le décrypter. Si c'est une langue, personne ne la comprend. Tout ce qui est inscrit sur ces pages est un mystère. Gordon Rogge est un spécialiste du manuscrit de Voynich. Il pense avoir trouvé la réponse. Selon lui, ce n'est pas ce que l'on voit sur le manuscrit qui est au centre de l'énigme, mais ce que l'on n'y voit pas. Même les calligraphes les plus minutieux font des erreurs. Pour les corriger, il faut effacer l'encre en grattant le parchemin pour ensuite réécrire le texte correct par-dessus. Il n'y a aucune trace de telle correction sur le manuscrit de Voynich. Ironiquement, la perfection des calligraphies du manuscrit pourrait en être le talon d'Achille. Le professeur Rogge a peut-être trouvé la clé du mystère. L'explication la plus simple serait qu'il s'agit d'un canular. C'est un canular brillant et même sensationnel. Ce livre trompe son monde depuis 500 ans.
et on s'y laisse encore prendre. Le manuscrit serait-il une imposture de génie imaginée par un plaisantin du Moyen-Âge? Pour comprendre cette théorie, il faut se replonger dans le contexte du XVe siècle. Les écrits de Nostradamus connaissent alors un immense succès dès leur première publication. Et les milieux instruits s'arrachent le moindre ouvrage susceptible de dévoiler les secrets de l'univers. Il y avait une forte demande pour des ouvrages de ce genre en raison de leur rareté et du mystère qui les entourait. Pour un banquier de la Renaissance, un tel manuscrit était une possession comparable à celle d'un Van Gogh aujourd'hui. C'était un signe extérieur de richesse intérieure. Même si la fabrication du manuscrit a été motivée par l'argent, comment son auteur est-il parvenu à donner à son contenu l'apparence d'une véritable langue? Jusqu'ici, on avait pensé qu'il aurait fallu des dizaines d'années pour écrire la quantité de charabia équivalente au contenu de ce livre. Il est très difficile d'écrire un texte avec des mots imaginaires. On en vient rapidement à répéter toujours la même chose. Ce genre de technique aurait été facile à identifier. Le professeur Rogge a une théorie radicalement nouvelle. Créer le manuscrit aurait en fait été très facile. Il va aujourd'hui mettre cette théorie à l'épreuve. L'expérience doit montrer s'il est possible de générer une grande quantité d'un texte s'apparentant par de nombreux aspects à du voynichois. Il s'agit aussi de montrer si cette méthode aurait permis de produire un tel livre assez rapidement pour que le mobile de la supercherie ait pu être l'argent. Gordon Rogge espère que son expérience démontrera qu'il a été possible de réaliser le manuscrit facilement et rapidement. Il a fait appel à 3 calligraphes hors pair, chacun assis face à un tableau comportant 600 cases vierges. Il recopie dans le tableau des syllabes relevées au hasard dans le manuscrit, mais laisse certaines cases vides. On fabrique ensuite une grille en découpant 3 ouvertures au hasard dans un Bristol. Elle est posée n'importe où sur le tableau et les syllabes qui apparaissent forment un mot semblable à se trouver dans le manuscrit de Voynich. Le mot est reporté sur une page de manuscrit, puis on déplace la grille vers la droite pour recommencer l'opération. Avec cette méthode, on pourrait écrire le manuscrit de Voynich en quelques semaines. Ces gens ont produit en peu de temps un texte qui ressemble à du voynichois. À ce rythme, et avec une équipe comparable, on pourrait produire le manuscrit entier en 2 ou 3 semaines. Ça prouve qu'avec ma méthode, c'est tout à fait faisable. L'expérience démontre que l'auteur du manuscrit a pu le fabriquer rapidement et qu'il a pu agir dans un but intéressé. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Et pour beaucoup, le mystère reste encore entier. Si ce livre étrange contient d'inquiétants secrets, il faudra de nouvelles méthodes d'investigation pour en venir à bout. Ce livre nous semble si familier et pourtant nous sommes incapables de le déchiffrer. C'est comme s'il nous manquait une pièce du puzzle. On ne peut pas s'empêcher de vouloir la retrouver car c'est trop intriguant. Le marathon. Cette course de 42 km est l'une des disciplines sportives les plus éprouvantes qui soient. Les coureurs qui participent à cette redoutable épreuve d'endurance voient leur nom inscrit au panthéon des meilleurs athlètes du monde. Mais sont-ils vraiment les meilleurs? Dans les montagnes reculées du nord du Mexique, une tribu méconnue repousse les limites de l'endurance humaine. Ils peuvent parcourir 700 km. Soit l'équivalent de 16 marathons en à peine plus de 2 jours. Comment est-ce possible? La science tente de percer les secrets de cette résistance surhumaine. Est-elle propre à cette tribu? Ou sommes-nous tous capables des mêmes exploits? La réponse à cette question pourrait influencer le cours de la recherche médicale. C'est dans le massif montagneux reculé de la Sierra Madre, au nord du Mexique, que s'étendent les canyons arides de Barranca del Cobre, où vit la tribu des Tarahumara, ceux qui courent. Les Tarahumara peuplent cette région depuis 500 ans. Leur nom leur vient de leur capacité à parcourir des distances surhumaines sans chaussures adaptées.
Comment font-ils? Chris McDougall est un ancien marathonien. Il est stupéfait par l'extraordinaire endurance dont font preuve les Tarahumara. On parle d'une tribu entière qui peut courir plus de 160 km. Ils font sans broncher 300 ou 400 km d'une seule traite. Et pas seulement quelques-uns. Ils en sont tous capables, hommes et femmes, jeunes et vieux. Leur record pour une seule course correspond à la distance sidérante de 700 km parcourus en un peu plus de 48 heures. Ce qui revient par exemple à courir depuis New York jusqu'à Cleveland. Parcourir en une seule fois une distance équivalente à plus de 16 marathons est un exploit qui défie l'entendement. Mais le plus étonnant est leur manière de courir. Certains courent pieds nus, d'autres se bricolent eux-mêmes des sandales faites avec des morceaux de cuir ou de vieux pneus abandonnés au fond des canyons. Ils récupèrent ces pneus et se découpent des sandales dedans. Malgré un équipement réduit au minimum, l'endurance des Tarahumara dépasse celle des meilleurs athlètes olympiques. Comment est-ce possible? Le nutritionniste sportif John Berardi pense que leur environnement joue un rôle crucial dans leur extraordinaire aptitude physique. La course fait partie intégrante de leur culture. Ils courent pour survivre, pour se rendre d'un village à un autre, et ils courent même pour se distraire. Les Tarahumara vivent pour courir. Ils organisent régulièrement des courses de 3 à 500 km à travers les montagnes. Ils peuvent parcourir jusqu'à 800 km en une semaine pour distribuer le courrier. Quand on grandit au sein d'une culture où la course est l'unique sport reconnu, et qu'en plus c'est nécessaire pour survivre, on a de grandes chances de devenir un bon coureur. Mais comment arrivent-ils à parcourir de telles distances? La réponse est-elle dans leur alimentation? Un coureur brûle en moyenne 2600 calories au cours d'un marathon. Pour supporter un tel effort, l'organisme consomme de grandes quantités de glucides, que l'on retrouve notamment dans les boissons sportives. Les glucides sont stockés dans les muscles sous forme de glycogène, avant d'être transformés en énergie au gré des besoins. Pour une course de 700 km, on estime que les Tarahumara peuvent brûler jusqu'à 43 000 calories. Mais où trouvent-ils toute cette énergie? Chris McDougall a étudié leur régime alimentaire pour le moins surprenant. Ils boivent comme des trous, surtout pendant les récoltes. Au moment des récoltes et avant les courses, ils consomment en très grande quantité une bière de maïs appelée Teskino. Serait-ce le secret de leur incroyable endurance? La bière de maïs pourrait faire augmenter à la fois leur taux d'hydratation et leur réserve de glycogène. C'est une boisson très riche en glucides et son degré d'alcool est très faible. On estime qu'il faut boire environ 4 litres de Teskino pour atteindre un état d'ivresse. Bu en de telles quantités, ce breuvage fournit un énorme apport en glucides, en plus de l'apport en fluide, qui est aussi considérable. Mais leur régime alimentaire suffit-il à expliquer la résistance surhumaine des Tarahumara? Pour Dan Lieberman, il pourrait y avoir une autre explication. Cette capacité à courir sur de très longues distances leur vient de nos ancêtres, qui étaient chasseurs. Notre existence moderne est si éloignée de la leur que nous avons perdu cette aptitude physique. Il y a des centaines de milliers d'années, les chasseurs de la préhistoire devaient traquer leurs proies sur de longues distances. Ils les pourchassaient jusqu'à ce qu'elles meurent, épuisées par la chaleur. Cette technique porte le nom de chasse à l'épuisement, et les Tarahumara la pratiquent encore de nos jours. Il s'agit de poursuivre un animal à un rythme qui le force à courir. La plupart des quadrupèdes ont besoin de halter pour récupérer. Comme ils ne peuvent pas halter en pleine course, ils s'échauffent de plus en plus. L'évolution a doté l'homme d'atouts qui lui permettent de parcourir de longues distances. Mais sommes-nous tous faits pour courir?
Des pieds jusqu'à la tête, notre corps fourmille de caractéristiques qui nous permettent de courir de longues distances, comme notre manière d'exploiter et d'emmagasiner l'énergie de notre alimentation, d'économiser cette énergie ou encore de récupérer nos forces. Les Tarahumara ont conservé ces aptitudes parce qu'ils les cultivent dès leur plus jeune âge. La plupart d'entre nous naît avec le même potentiel, mais nous ne l'exploitons pas. Pour le professeur Lieberman, la faute en revient à notre mode de vie moderne, qui ne nous impose presque aucun effort physique. Pourquoi irait-on traquer une proie jusqu'à l'épuisement de nos jours, alors qu'il suffit d'aller au supermarché pour acheter un steak? Mais il pense qu'il y a une autre raison pour laquelle nous ne courons pas comme les Tarahumara. Quand nous nous sommes intéressés à la course pieds nus ou en chaussures minimalistes, nous avons découvert des aspects intéressants dans leurs habitudes de course, dont nous pourrions bénéficier nous aussi. Les Tarahumara n'utilisent pas de chaussures de course conventionnelles. Ils portent de fines sandales artisanales, appelées huaraches, ou bien courent pieds nus. Serait-ce la raison de leur extraordinaire endurance? Irene Davis, chercheuse en sciences du sport, pense que cette absence de chaussures les force à courir autrement que les marathoniens. Cela pourrait expliquer l'endurance des Tarahumara. Elle se propose aujourd'hui de tester sa théorie. Vous allez commencer par marcher un peu, le temps de vous échauffer, et ensuite vous pourrez commencer à courir. Nous allons enregistrer les caractéristiques de votre foulée, donc essayez de courir naturellement. Quand le coureur témoin porte des chaussures de course, son talon touche le sol en premier, et le reste de la plante du pied se pose ensuite. Dans le jargon des coureurs, on parle d'attaque-talon, une technique considérée depuis longtemps comme la meilleure qui soit. Mais les résultats de l'expérience remettent cette idée en question. Voici une représentation de votre jambe en pleine course. La flèche rouge correspond à la force de réaction du sol qui s'exerce sur votre talon, puis sur votre pied en direction de votre centre de gravité. Ce graphique indique l'intensité de la force de réaction du sol à chaque foulée. On peut observer un pic très net au moment où votre talon touche le sol. Nous pensons qu'un tel pic peut entraîner des lésions. Le test suggère que courir en chaussures imprimerait un choc plus violent sur nos pieds et nos jambes, ce qui augmenterait les risques de blessures. L'amortissement renforcé des chaussures de course aurait en réalité un effet néfaste. Avec des chaussures trop amortissantes, nos muscles ne travaillent pas assez et ils s'affaiblissent, ce qui contribue aussi à augmenter les risques de blessures. Le coureur témoin court-il différemment pieds nus? Est-ce que vous faites attention à la manière dont vous posez les pieds ou est-ce que vous courez sans réfléchir? Je laisse mes pieds se poser de la manière qui leur convient le mieux. Je sens que l'attaque se fait plus sur le milieu et l'avant du pied. Le choc est clairement moins violent comme ça. Quand on regarde les résultats de vos foulées pieds nus, on constate que ce n'est plus le talon qui touche le sol en premier. Regardez comme le pic est moins marqué. C'est vraiment incroyable que les chocs soient réduits à ce point. Enlever nos chaussures suffirait-il à faire de nous des surhommes? C'est peu probable. Mais comprendre le secret de l'endurance des Tarahumara nous permettrait sans doute d'élucider quelques-uns des nombreux mystères du corps humain. Je crois que nous avons encore beaucoup à apprendre des Tarahumara et de leur aptitude à exploiter de façon optimale certaines ressources du corps humain.